Eh bien, merci donc du coup à tous, à toutes d'être là avec nous. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. On va débuter tranquillement. De toute façon, je vais faire une petite introduction. On vous a demandé de couper les caméras, effectivement, parce qu'en fait, on va enregistrer. Ça nous a été demandé d'enregistrer le webinaire. Donc, on va faire une petite. On va filmer un petit peu les deux premières parties. Je vais vous donner le déroulé juste après. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse avoir une vidéo correcte que vous pourrez revoir ou partager avec les collègues qui n'ont pas pu nous rejoindre. Et donc voilà, ça servira de lancement. Donc je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Guillaume, je crois que tu as lancé l'enregistrement, donc c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier épisode d'un cycle de webinaires que la Fondation La Main à la Pâte va organiser tout au long de l'année pour présenter des ressources pédagogiques pour la classe. Donc ces webinaires vont se faire à deux voix. La personne qui a conçu et produit la ressource pédagogique et une autre personne qui a été associée d'une façon ou d'une autre à la production de la ressource. Donc moi je suis Mathieu Farina, je travaille pour la Fondation La Main à la Pâte et je vais vous parler d'une ressource donc que j'ai conçue et qui vient d'être publiée sur le site de la Fondation. Donc elle s'appelle Piaf de Maru. Donc Piaf de Maru, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent au projet Sauvage de Maru du muséum. Elle s'adresse à un public assez large puisqu'on l'a testé vous verrez, du cycle 2 au lycée, même si on a mis un focus sur le cycle 3. Et donc l'objectif, c'est de traiter évidemment les parties du programme en lien avec la découverte de l'environnement et les questions de biodiversité. Donc le projet, on va vous le présenter, vous allez voir, c'est un traitement vraiment très interdisciplinaire de ces questions et ça s'ancre complètement sur le lieu de vie de l'élève. Et la porte d'entrée qu'on a choisie, c'est bien sûr celle des oiseaux. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'être accompagné par Charlotte. Donc Charlotte, elle connaît bien le projet, elle nous a aidé à le développer, en tout cas à le valider. C'est un projet, vous allez voir, qui fait la part belle à la science. On met les élèves en position d'être des petits scientifiques en herbe, et donc on avait envie d'avoir le regard de quelqu'un qui travaille sur ces questions au quotidien actuellement. Et on verra que bon, Charlotte, elle a non seulement cette casquette de scientifique en écologie, mais qu'elle a aussi tout un univers avec les questions de biodiversité qu'elle nous présentera. Et donc, il y aura vraiment ces trois temps. Moi, je vais tout de suite vous présenter la ressource un petit peu plus en détail. Ensuite, on fera un petit échange avec Charlotte. Je vais lui poser des questions pour avoir son regard de scientifique sur ces questions d'éducation à la biodiversité. Et dans un dernier temps, qu'on prendra le soin de ne pas enregistrer, les gens qui sont là, les professeurs, les formateurs, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur le projet ou sur la science à Charlotte et à moi et on essaiera d'y répondre. Donc je vais partager tout de suite mon écran et je vais commencer à vous présenter le projet. Donc du coup, voilà, je vais faire un petit tour d'horizon. Évidemment, c'est une ressource qui est riche, hein, qui a été produite. Vous allez voir, il y a beaucoup de séances, mais l'idée, c'est de faire un survol aujourd'hui, de vous laisser ensuite l'occasion de découvrir un petit peu plus par vous-même ce projet. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un projet de la Fondation et quelles caractéristiques ils ont? Il y a quelque chose qu'on veut mettre en avant, c'est le fait qu'il y ait des tests en classe qui viennent valider les ressources avant qu'on les publie. En l'occurrence, au cours de l'année qui s'est écoulée, 2022-2023, on a eu la chance de travailler avec une vingtaine d'établissements et 1400 élèves qui ont testé la ressource quand elle était encore en cours d'élaboration. Donc le focus, on l'a dit, a été mis sur du cycle 3, mais il y avait quand même deux classes de primaire qui nous ont rejoints et quelques classes de 5e et lycée pro. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir comme ça le regard de tous ces enseignants qui ont testé la ressource en classe et j'ai pu intégrer tous les retours qu'ils m'ont fait avant de la mettre en ligne, ce qui donne une certaine caution pédagogique au projet. L'autre aspect qui nous est cher, c'est l'aspect de caution scientifique. Donc en fait, en cours d'écriture, quand j'ai eu besoin, à chaque fois, j'ai pu m'appuyer sur des scientifiques qui sont spécialistes soit des oiseaux, soit des thématiques qu'on a traitées, notamment l'illustration scientifique. C'est un sujet pour lequel on n'avait pas forcément beaucoup de billes. Donc voilà, on s'appuie toujours sur des scientifiques. Et puis Charlotte, elle nous a fait le plaisir de relire l'ensemble du projet. Donc tout ça, ça permet d'avoir une caution, encore une fois, sur le contenu, mais plutôt sous l'angle scientifique.
Et donc la dernière partie, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est la publication sur le site en septembre 2023. Donc vous pourrez aller retrouver le projet, on vous enverra le lien et il y aura un tutoriel qui va accompagner la sortie de la ressource, mais qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Alors, les élèves, quand ils vont travailler à un moment du projet, et c'est tout le plaisir qu'on a aussi de travailler sur ce projet, c'est de leur faire obtenir des données scientifiques sous la forme de photos. Alors, évidemment, il y en a plein qui sont floues et qui montrent juste des feuilles en train de bouger, mais de temps en temps, on obtient quelques photos qui sont plutôt chouettes comme celle-ci. Ou encore celle-ci qu'on a eu l'année dernière. Donc là, celle d'avant, vous aviez deux rouges-gorges. Et puis là, on a un petit moineau qui se fricote avec un bec croisé. Avec un gros bec, pardon. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, qui montrent aux élèves un petit peu la nature qui se passe juste autour de chez eux, puisque c'est la caméra, on la pose, le piège photo, vous allez voir, on le pose dans l'enceinte de l'établissement ou juste à côté. Et c'est des choses, évidemment, des scènes de la vie animale qu'ils ne voient quasiment jamais, mais auxquelles ils vont être confrontés et qu'ils vont traiter ensuite comme des données scientifiques. Donc, le point de départ, parce que les photos, évidemment, c'est pas le point d'arrivée, mais pas loin. Le point de départ, c'est celui-ci. Les élèves reçoivent la mission collective de faire l'inventaire des espèces d'oiseaux dans l'environnement proche. Donc, très vite, ils pensent à organiser une sortie de terrain. Et évidemment, ils ont un petit protocole qu'ils ont imaginé, mais les difficultés émergent rapidement. Donc, lors de cette première sortie initiale, les élèves tentent d'observer les oiseaux, ils arrivent à commencer à faire l'inventaire, ce qu'il faut quand même leur donner le goût et la motivation de continuer, mais ils sentent bien que leur approche a des limites, notamment du point de vue des connaissances et techniques. J'insiste sur ce point parce qu'en fait, du coup, l'enseignant lui-même, et c'est important dans ce projet, il n'a pas à avoir du tout de connaissances sur les oiseaux, des connaissances naturalistes. Il n'est pas là pour guider les élèves pour reconnaître les oiseaux. Il est là pour les accompagner dans leur démarche et il peut lui-même jouer le jeu et repartir la première année, parce qu'en fait, après, on apprend vite, repartir de zéro et admettre et même reconnaître auprès des élèves que lui aussi trouve ça difficile de réaliser cette mission. Donc, c'est pas que les élèves sont nuls ou quoi, c'est que finalement, c'est un défi qui est simple à comprendre, mais compliqué à réaliser, et qui va demander donc des efforts particuliers. Ces efforts, finalement, ça va être la démarche scientifique. Donc, le déroulé du projet, c'est le suivant, mais il y a un warning tout en bas qui nous dit les étapes, les activités sont largement indépendantes. Donc, en fait, je vous présente un projet, mais en réalité, vous pourriez vouloir le déconstruire, le reconstruire, ne faire qu'une toute petite partie. C'est un projet qui est largement interdisciplinaire, mais vous pourriez, alors évidemment, le prof de SVT est indispensable, mais on a commencé le projet il y a quelques années, parce qu'en fait, on avait fait une première version et on n'avait que SVT Techno et ça marchait très bien. On peut sauter des étapes, elles sont pas indispensables. La complémentarité est très riche, mais on n'a pas besoin que tout soit fait dans cet ordre-là. Il y a des contraintes, notamment le fait qu'on va nourrir les oiseaux va nous imposer de faire le projet en hiver, parce que le nourrissage, on va le limiter à cette période-là. La sortie initiale dont j'ai parlé, et puis après, on va essayer effectivement de, comme je dis, de s'outiller, de se former, de mieux comprendre notre environnement proche. On va voir, hein, je vais montrer après des photos, c'est cartographier l'environnement pour le comprendre, développer des outils pour décrire le monde vivant qui nous entoure. Donc là, on va travailler avec la collègue ou le collègue de français. On va travailler aussi sur tout ce qui est aspect de description, effectivement, de connaissances naturalistes. Et là, c'est tout ce qui est clé de détermination qu'on va faire construire aux élèves. Vous allez voir un petit peu comment, très, très rapide, mais je vais vous montrer. Ensuite, on pose le piège photographique. Donc, ce piège photographique, c'est une caméra, en fait, toute simple, qu'on va associer à une mangeoire. Donc, les oiseaux, vous avez vu, hein, ils arrivent à la mangeoire. Je vais vous montrer. Hop. Bon, ça marche pas comme ça, c'est pas grave. Ils arrivent, vous avez vu les photos, vous les avez en tête, ils arrivent à la mangeoire, ils viennent se nourrir, et puis en fait, il y a un détecteur qui va permettre de déclencher tout seul l'appareil photo, qui va capturer une photo ou une vidéo selon ce qu'on souhaite. Ensuite, les élèves vont découvrir les vidéos, donc ça c'est toujours le moment joyeux de l'aventure, hein. C'est le Kinder Surprise qu'on ouvre, c'est toutes les photos qu'on découvre, c'est très chouette. Après, on se rend compte derrière qu'il y a souvent plusieurs centaines de photos à traiter, donc on les partage entre les différents groupes et on va les analyser, faire un tableur ou une production qu'on voudra. Et on va terminer par conclure sur cet inventaire de la biodiversité. Là, c'est un peu la fin du projet, mais en fait, on va l'ouvrir sur une dernière étape où on va donner un rôle aux élèves, celui d'ambassadeur de la biodiversité.
on les aura. Là, le projet se fait en local, mais ensuite, on va basculer sur une compréhension plus globale des problématiques d'érosion du vivant et les enjeux autour de la biodiversité. Et l'idée, c'est que les élèves participent à leur façon à cette lutte contre l'érosion du vivant. Ils auront peut-être été un peu choqués d'apprendre certaines choses. En tout cas, c'est ce qu'on a vu pendant les tests. Donc, quand on a comme ça cette réaction, cette réaction émotionnelle aux nouvelles qui sont négatives, on veut agir, on veut participer. Et là, leur façon de participer, ça va être de tout simplement jouer le rôle d'ambassadeur et diffuser la connaissance qu'ils ont appris autour d'eux, notamment lors d'une expo photo qu'on peut faire quand on accueille du grand public type les parents. Alors là, je vois, voilà, non, ça y est, ça marche pas. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu sur les points que j'ai dit, hein, les grands points forts du projet. Donc, c'est s'outiller. S'outiller, c'est acquérir des connaissances et des méthodes, employer des outils adaptés, seuls et collectivement, pour répondre à la problématique. Donc, il y a tous les aspects de cartographie qui sont très riches, en fait. On va passer d'une vision subjective à une vision objective de l'environnement. Les clés de détermination, on en a fait un genre une variante du jeu qui est, donc c'est assez drôle puisqu'en fait l'idée c'est de poser des questions pour arriver à faire progresser l'identification. Donc souvent on donne aux élèves à utiliser des clés de détermination. Là on voulait vraiment leur faire construire la clé de détermination, donc on a fait ce parallèle avec le jeu du qui est. Et ensuite, le dispositif techno qui vient répondre aux contraintes qu'on aura soulevées. C'est-à-dire, nous, on est passé dans la cour de récréation pendant quelques minutes. Il aurait fallu passer beaucoup plus de temps. On n'était pas discret. Il faudrait quelque chose qui soit discret. Et puis, on n'arrivait pas à reconnaître les oiseaux. Il faut du temps. C'est difficile parce qu'ils passent vite. Et là, on va avoir des photos à disposition. Donc, c'est aux élèves de construire ce dispositif, enfin, de découvrir ce dispositif par une réflexion autour des contraintes liées au besoin initial qui est de faire l'inventaire des oiseaux. Et je l'ai dit, ça c'est une partie qui se passe en hiver. Ensuite, ils ont toutes les photos qu'ils ont à traiter. On travaille sur des tableurs et des documents qu'ils vont pouvoir produire pour répondre à la question initiale en réfléchissant à comment on interprète ces données, puisqu'il s'agit bien de photos, on ne peut pas distinguer les individus. Donc, il y a tout un travail sur qu'est-ce que veulent dire finalement ces occurrences qu'on a mis dans le tableur. Et puis, la dernière partie, c'est s'engager, transmettre des connaissances pour sensibiliser le grand public sur les questions de biodiversité. Le grand public s'appelle les autres élèves. Ça peut être des parents et ça peut être des gens lors d'une fête de la nature ou de la science. Et donc, on a des élèves qui arrivent à s'emparer de la problématique, de la démarche qu'ils ont mis en œuvre et développer des compétences très, très importantes de communication des travaux et en insistant sur la démarche scientifique qui a été mise en œuvre, ce qui est un des points cruciaux du projet. Ça, c'est tout ce qu'on a fait l'année dernière. C'est tout disponible. Vous pouvez vous en servir dès demain ou presque. Cette année, on continue à réfléchir à comment faire vivre ce projet et notamment deux axes qui vont nous intéresser, c'est faciliter les interactions entre les établissements et alimenter des bases naturalistes. Donc ça, c'est une idée que j'avais en plus depuis très longtemps, mais je n'avais pas les moyens. Puis Charlotte est arrivée avec sa baguette magique. Elle nous propose de compléter des bases naturalistes qui existent déjà. L'intérêt, c'est qu'en fait, ce n'était pas jusque-là un projet de sciences participatives, hein, c'était finalement, ça venait compléter ce qu'on pouvait trouver sur le site du muséum, parce que l'idée, c'était vraiment de faire construire le projet aux élèves, mais tant qu'à faire, puisqu'on a toutes ces belles données à disposition, si on peut nous aussi finalement servir la connaissance scientifique, eh ben, c'est chouette et les élèves, ça peut leur donner une implication supplémentaire. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir un second temps d'échange avec Charlotte plus général sur, sur son implication, sur le projet, sur tout un tas de choses qui vont venir dans la discussion. Et puis on pourra ensuite, dans un troisième temps, prendre vos questions. Donc du coup, moi, j'ai prévu avant de venir des petites questions à Charlotte. Et du coup, la première, bon, mais du coup, voilà, moi j'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est à toi. On aimerait que tu te présentes et que tu me dises voilà, comment et pourquoi tu as accepté de travailler avec nous. Bonjour déjà à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, qui je suis? Moi, je suis chercheuse en écologie. Je travaille à l'Office français de la biodiversité et donc je suis une scientifique. Et je travaille plus précisément sur l'impact des activités humaines sur les oiseaux migrateurs. Beaucoup d'oiseaux qui sont surtout sur les côtes, qu'on appelle les limicoles. Et j'étais très intéressée par ce projet parce que, au-delà de ma mission de scientifique, donc de produire de la connaissance scientifique, des données et une meilleure compréhension du vivant,
et ben, j'ai envie d'utiliser plus d'outils de médiation, de partager ça, de faire en sorte qu'on soit, surtout pour des sujets environnement, écologie dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, d'être voilà plus à même de partager ça. Donc là, c'est parfait comme expérience. Et dans un deuxième temps, je suis très touchée par le sujet de l'égalité homme-femme, notamment en sciences. Et donc, je trouve ça bien de pouvoir motiver dès assez jeunes les enfants à faire de la science et donc montrer ce que c'est la science aux filles et aux garçons par des projets ludiques et donc encourager par différents biais. Et ce projet-là, bah, tu l'as montré, Mathieu, utilise vraiment beaucoup de choses qui amènent finalement vers un projet scientifique et je trouve que ça montre que c'est beau aussi la science. C'est pas que des données, c'est au-delà de ça et là, le projet, il le reflète très, très bien. Donc, je suis ravie de participer. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on avait envie de faire, hein, de vraiment de placer les élèves dans cette envie voilà, d'acquérir par eux-mêmes leurs données, la joie d'observer une pie et un Ouais. rouge-gorge et de savoir de pouvoir identifier. Donc en fait, tu nous dis, bah, t'as plusieurs casquettes, c'est vraiment intéressant. C'est aussi pour ça qu'on était ravis de pouvoir interagir avec toi. Si on commence par justement la casquette purement scientifique. Est-ce que tu peux voilà, nous raconter bah, ton quotidien ou en tout cas tes missions? C'est quoi aujourd'hui être chercheuse en écologie? Et, bon, j'imagine qu'il y a plein de façons de faire ce métier-là, mais pour toi, ça consiste en quoi? C'est une grande question. Alors déjà, ça consiste à être quand même beaucoup derrière l'ordinateur. Hein. Faut pas croire qu'on n'est que dehors, euh, même s'il y a quand même une partie dehors. Alors moi, c'est particulier, je travaille sur les oiseaux migrateurs, donc il y a aussi une grosse partie de collaboration internationale, donc du besoin de parler aussi une autre langue, l'anglais là, dans ce cas-là, et voilà, de pas travailler dans son coin. La recherche, c'est d'abord ça, c'est vraiment travailler en groupe dans nos équipes de recherche, on va dire locales, ou au sein de l'Office français de la biodiversité, mais aussi avec d'autres partenaires comme le CNRS, par exemple. Et après, au-delà, avec d'autres pays, parce que bien sûr, bah, les oiseaux migrateurs, eux, les frontières, et ils s'en fichent. Donc, pouvoir voilà, travailler, et ça, c'est quelque chose que je trouve très stimulant en sciences aussi, cette interaction-là humaine. Et après, mon quotidien, bah, c'est vraiment, suivre les oiseaux, comprendre bah, où ils vont, pourquoi ils vont là, est-ce qu'ils vont bien ou pas bien selon les sites qu'ils utilisent et comment nous, humains, eh ben, on impacte éventuellement leurs habitats ou leurs ressources. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai quelques photos, je sais pas si je vais Oui, bah, vous vas-y, montrer, partage hein. ton écran, ouais. Peut-être pour montrer le quotidien et Oui, ce qu'on peut faire un ben, petit peu. c'est-à-dire aussi peut-être quelles espèces et quels outils tu utilises. Finalement, ça rejoint Ouais, pas mal ce que nous, on fait, parce qu'on a une partie un peu suivi, puis après une partie un petit peu voilà, il y a une impact, suivi. impact sur des activités humaines. Donc, tu as un Ouais. peu ces deux aspects aussi. Alors, je vous partage quelques petites photos. Donc voilà, je vous montre ce site-là parce que c'est celui sur lequel j'ai commencé à travailler et je travaille toujours et j'ai mes collègues qui travaillent là-bas. Pour vous montrer, donc c'est une photo qui est prise par drone. Où ici, bah, nos bureaux, c'est le bâtiment blanc que vous voyez, donc on est quand même très proche des oiseaux. Maintenant, je suis basée à côté de Montpellier, mais du coup, je fais des visites sur cette réserve à Chanteloup en Vendée régulièrement, où on peut faire des suivis on va dire simple, mais vous verrez qu'au final, c'est pas simple si vous faites l'activité de comptage d'oiseaux avec les collègues. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il y a du comptage au moins toutes les semaines, voire plus, sur ce site-là qui a peu bougé. Et donc, ça fait une base de données historique qui est très importante. Peut-être que quand ce projet Piaf de Rive aura plusieurs années, et si vous gardez les données, voir aussi éventuellement comment ça évolue dans le temps, est-ce qu'il y a des années où on a plus ou moins de telle espèce. Voilà, donc ça, c'est une partie de mon travail, c'est de voir cette variation temporelle et éventuellement derrière, peut-être que vous imaginez déjà qu'on se pose la question, par exemple, de l'impact du réchauffement climatique sur la migration des oiseaux ou les ressources, sur l'impact sur les ressources de ces oiseaux. Donc voilà, ça c'est un des terrains d'études. Et puis on voit des petits oiseaux tout beaux comme celui-là, comme cela, pardon. Il y en a peut-être que vous reconnaissez. Euh, et j'ai mis ces oiseaux-là parce qu'ils sont beaux et parce que pour moi, c'est une porte d'entrée vers l'ornithologie et vers l'écologie en général. L'émerveillement, ça sert pour moi à la mobilisation aussi pour l'environnement et à la science, notamment la photo du milieu. Donc, à gauche, c'est un martin pêcheur et c'est toujours un martin pêcheur, le bleu qu'on voit des plumes là, qui est exceptionnel. Tout en haut, vous avez un torcol, qui est un oiseau qui bouge sa tête comme ça, c'est assez impressionnant aussi, et un gorge bleu à miroir. Euh,
Voilà, et vous avez des tout petits oiseaux, comme celui qu'on a tout à gauche, et des gros oiseaux comme celui qu'on a tout à droite. Donc dans nos filets qu'on capture, en fait, on va mettre des filets pour capturer des oiseaux, pour leur mettre des bagues. Je vais vous présenter un petit peu après peut-être comment on met les bagues et ce qu'on fait avec ces oiseaux-là. Mais comme vous pouvez voir, on peut étudier tout type d'oiseaux. Donc vraiment du roitelet qui fait moins de 10 grammes à l'épervier ici, qui est donc un rapace à droite. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces oiseaux-là? Ça fait partie des outils donc de notre quotidien. On va leur mettre des bagues. Ça photo tout en haut à gauche. Vous pouvez voir, il y a des petites bagues. On leur met des bagues qui ont un code individuel. Donc c'est vraiment leur carte d'identité. On dit, il s'appelle FS 1, 2, 4, 6. Bon, pas très joli prénom, mais voilà, ça nous permet d'avoir pour une espèce un code unique. Et si elle est recapturée ailleurs, eh ben, de pouvoir en fait identifier cette espèce-là et savoir bah, comment il migre, où il est passé, etc. On va les peser, c'est ce que vous voyez sur les photos où on voit les oiseaux dans des petits tubes là. Ça nous permet de les peser et on va faire pas mal de mesures pour savoir bah, est-ce qu'ils sont grands, plus petits. Et vous voyez en bas à gauche, bah, on se renseigne aussi, donc on s'aide entre ce qu'on appelle ça les bagueurs ou les bagueuses, ceux qui mettent les bagues aux oiseaux. Et on essaie d'identifier grâce à leurs plumes l'âge des oiseaux, est-ce qu'ils sont en mue en ce moment ou pas encore en mue, et éventuellement avec d'autres critères aussi. Vous voyez chez les oiseaux, parfois les mâles, les femelles bah, sont différents. Donc voilà, un peu donner toutes ces caractéristiques-là qui nous permettent de suivre des oiseaux. Et en 2.0, maintenant, on a bah, à gauche, c'est déjà fait depuis longtemps, et des bagues couleurs. Ça nous permet de voir de plus loin. Donc, on n'est pas obligé de capturer l'oiseau. On peut être sur le terrain et lire ces bagues en disant, bah, j'ai vu. Alors, ça, c'est un courlis corlieu, qui est un oiseau que j'étudie personnellement. Et dire de loin, bah, j'ai vu l'oiseau qui, à la patte gauche, avait bleu-vert et à la patte droite, orange, noir, orange. Et après, sur la photo au milieu, elle est un petit peu floue, mais c'est des GPS qu'on pose sur le dos des oiseaux. Et là, c'est extraordinaire. Est-ce que Mathieu, je prends le temps maintenant où j'ai beaucoup parlé de vous Ah, présenter juste quelques ah petits non, c'est trajets super d'oiseaux? intéressant et cohérent. Donc, non, 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 vas-y, en Bon, fait, tu nous dis c'est super, tu nous mets l'eau à la bouche. Donc, voilà. Non, mais alors, tu peux quand je pas disais qu'on t'arrêter a là. beaucoup, ouais, on a beaucoup de temps derrière l'ordinateur, c'est que donc là, on capture ces oiseaux-là, on va leur poser des GPS avec un panneau solaire sur le dos. Et après, bah, on est derrière l'ordinateur. Et moi, c'est la première chose que je fais en arrivant au bureau le matin. Je regarde où sont les oiseaux. Donc, je vous ai mis ici 3 exemples de trajets de 3 oiseaux. Alors, on en a équipé plus, mais je vous ai mis 3 oiseaux qu'on a équipés cette année. Alors, il faut imaginer que c'est des oiseaux qui sont capturés en Vendée. Donc, le premier, enfin, en fait, le point en France qu'on voit où ça démarre, c'est là où on les capture en Vendée à la réserve de Chanteloup que je vous ai montré au tout début. Et c'est capturé sur 3 jours, 3 individus qui étaient sur ce site-là. Et les 3 ont des trajets complètement différents. Donc c'est vraiment l'arrivée du tracking, on appelle ça, donc du suivi par GPS. C'est c'est incroyable. Ça nous permet vraiment d'apprendre d'être surpris à chaque fois, de nous dire mais on pensait ça, mais en fait c'est pas ça, de savoir par voilà la diversité des sites où ils vont se reproduire. Là, ce sont des oiseaux qui arrivent chez nous, ils font ce qu'on appelle une halte migratoire, donc ils s'arrêtent en France. Mais après, ils se reproduisent pas chez nous, ils continuent. Et vous pouvez voir que bah, Solis, celui à gauche, il allait se reproduire en Islande, Ezio en Russie, et Koulexi en Russie, mais beaucoup plus au sud de la Et Russie. vous aviez des attentes avant de commencer cette étude sur les sites de nidification et puis tu dis que vous avez été surpris ou est-ce que vous n'aviez juste aucune attente, vous saviez pas trop où ça allait? Alors, on savait où ça se reproduisait. Ce qu'on voulait savoir, c'est un peu où ceux qui passaient ici Oui, allaient. Est-ce qu'ils étaient d'accord. tous d'Islande? Est-ce qu'ils étaient tous de Scandinavie, de Russie? Et en fait, là, je vous en ai mis que 3, mais on a des oiseaux de l'Islande, Scandinavie, Russie. Ça D'accord. s'étale un peu sur toute l'ère en fait de reproduction. Et après, sur le retour, bah là, on est surpris parce que les trajets retour, c'est bon, il n'y a pas une seule route pareille. À part ceux D'accord. qui font l'Islande à l'Afrique, voilà, ils traversent quasiment tous en direct par la mer. Et les deux de droite, en fait, les GPS se sont arrêtés, hein, la technologie aussi. Mais par contre, ils vont passer l'hiver en Afrique de l'Ouest, D'accord. tous. Donc chez nous, c'est vraiment en halte, toujours, pour ces oiseaux-là. Oui, parce qu'en fait, Et ils viennent d'Afrique, ils ont été, hein, ouais, ils sont venus d'Afrique, ils se sont fait une petite pause de quelques peut-être jours, et t'as eu le temps vous ouais, avez eu le temps à ce moment-là, de leur poser l'outil avant qu'ils repartent pour leur terre. c'est ça. Ok, c'est génial.
Et comme vous pouvez voir, il y a des noms rigolos, parce qu'on s'amuse, en tant que scientifique, on a le droit de s'amuser aussi. Donc chaque oiseau a un nom. Et cette année, moi, j'avais demandé à des enfants de donner des noms. Donc après, ça permettait, ils suivaient un peu les oiseaux. Alors, il en est où, Ezio? Il est par là. C'était très sympa aussi en participation. Ce qui est drôle aussi, c'est d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue plus émotionnel, c'est que bah, nous, avec le piège photo, et on va s'en rendre compte à un moment donné, on n'est pas sur des individus, on est sur des espèces, parce que, et c'est ça qui est génial, à un moment donné, les élèves percutent et se disent, est-ce que si je dis photo de rouge-gorge, et que je dis rouge-gorge, ils vont bien, au début, intuitivement, on a envie de dire ça, puis après, on se doute bien que non, qu'il peut avoir le même oiseau qui est territorial et qui revient au même endroit. Et effectivement, enfin, les bagues et puis après les autres outils vont permettre d'individualiser le suivi. Et ça, c'est révolutionnaire. Mais pour nous, même si on ne peut pas avec les élèves aller jusque-là, c'est intéressant de leur montrer le passage de bah, j'observe juste une fois 10 minutes. Ah, bah, j'ai quand même des photos tous les jours pendant 2, 3 semaines, ce qui est quand même, d'un point de vue de la connaissance, beaucoup plus rigoureux, jusqu'aux méthodes ensuite que les scientifiques vont développer. On espère venir d'ailleurs te filmer en train de travailler, puis Ouais. voilà, pour leur montrer la fin de l'histoire. Mais en fait, ils se sont inscrits finalement dans cette logique de connaissances plus justes et plus fiables. Et donc, du coup, c'est quand même, on voit quand même le parallèle entre la démarche de projet et celle que toi tu mets en place, même si c'est pas les mêmes outils forcément. Ah oui, oui, complètement. Et puis même l'arrivée de la technologie, finalement, que Mhm. la science, c'est aussi utiliser la technologie, même en écologie, c'est aussi utiliser la technologie, pas que nos jumelles Bien sur sûr. le terrain. Et puis même la démarche, enfin, d'autres modules de l'atelier, quand vous allez travailler sur bah, essayer de comprendre les différences entre les oiseaux, ou travailler sur les comment on décrit un oiseau, ou même le nom de l'oiseau. Là, tu parles du rouge-gorge. Est-ce que c'est lui qu'on voit 10 fois ou une seule fois, ou 10 oiseaux différents? Oui, Ils vont se rendre compte aussi qu'il s'appelle le rouge-gorge familier, et que peut-être ça veut dire qu'il aime bien rester dans les parages. exactement. Ça va aussi amener à des histoires, je pense. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension aussi avec les photos comportementales. Au début, c'est juste une identification, mais effectivement, après, on peut arriver à se demander. Déjà, on voit des oiseaux qui se nourrissent, d'autres qui sont en compétition, parfois interspécifiques, parfois intraspécifiques. D'ailleurs, les deux jours qu'on voit en plein milieu d'hiver, les élèves voulaient y voir des relations, un début de relations mâle-femelle, mais c'était probablement deux individus qui étaient en train de se batailler pour le petit bout de graine. Donc, c'est intéressant, c'est une bonne porte d'entrée pour aller à... En fait, tu l'as dit aussi pour ton travail, mais pour nous, c'est une porte d'entrée vers l'écologie, c'est une porte d'entrée vers les comportements, c'est une porte d'entrée vers pas mal d'aspects, finalement, au-delà des photos qu'on obtient. Et dans ton travail, est-ce que tu avais d'autres outils à nous montrer ou parce que sinon après j'ai juste une autre question à te poser Non, sur... vas-y, après j'avais. Non, mais on peut arrêter là, hein. Comme C'était tu le le. sens. Vas-y, vas-y. Tu veux que je montre Ouais, ouais, gentiment? continue sur Ah, les outils, je c'est finis juste intéressant. mes petites Ouais, jolies photos. bah oui, carrément. Une autre partie du travail, ça va être pas forcément de suivre individuellement, mais par exemple, on a une grosse population de courlis cendrés dans le Val-de-Saône en France. Donc, je ne sais pas s'il y a des enseignants, enseignantes de cette région-là, mais c'est vraiment le bastion de reproduction de cette espèce. Donc, c'est un autre courlis. Avant, on était sur le courlis corlieux, hein, le courlis cendré, que vous voyez en photo ici. Et pour ça, on utilise un autre type de technologie. C'est pour ça que je refaisais le parallèle. Donc, caméra trappe, GPS, et ça va être l'utilisation du drone donc, pour aller repérer les nids. Là, vous voyez les Ouais. petits œufs. Voir les poussins. Donc là, je vous laisse jouer pour chercher les poussins si vous, si vous le souhaitez. Donc là, on travaille avec Et quelqu'un les qui pubs fait en vraiment. plus. Il y en a un tout au milieu. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ouais, Donc, ouais, on voit bien. et il y en a un peu plus, mais vu que j'ai la barre dessus, Ah il y en oui, a tu un peux peu la plus en haut à déplacer. droite aussi. Et Ah, c'est voilà, c'est ah. rigolo. C'est aussi d'autres outils qu'on utilise pour suivre. Et pour ne pas déranger, j'imagine, s'il y a cet aspect-là de ne pas venir déranger un peu comme le piège photo, finalement, de s'effacer pour pas perturber les espèces qui sont quand même très fragiles. Oui, en fait, il y a deux raisons. Une, on ne rentre pas. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les arbres sont assez hautes ici. Et donc, on ne rentre pas dans les parcelles, ce qui permet de ne pas créer des chemins. Et idéal pour les prédateurs. Ces oiseaux-là, ils nichent, comme vous l'avez vu à la photo d'avant, au sol. Donc, ils peuvent avoir des prédateurs comme les renards, par exemple. Donc, ça permet de ne pas créer de dérangement, mais aussi de ne pas faire d'accès au nid. Et en fait, on utilise des caméras thermiques en drone. Donc, on est assez haut et on repère les points de chaleur. Donc, après, quand il y a un point de chaleur qui est repéré, le drone descend un petit peu, peut faire ce type de photo. Mais en effet, il n'y a pas de dérangement et en plus, on n'intervient pas dans la passerelle.
Ouais, très bien. Voilà, moi, pour les petites photos, c'était Bah, c'est super, ce que je comme ça souhaitais partager. un panorama des outils que tu utilises. Et donc, il y a une dimension, tu as dit suivi, puis il y a une dimension forcément interaction avec d'autres acteurs, puisque finalement, ce sont des espèces, tu l'as pas encore vraiment dit, mais qui sont quand même ben, plutôt menacées. Et du coup, forcément, dans ta dimension, dans ton travail, tu as aussi, j'imagine, à faire plus que communiquer la science, mais peut-être à aller sur le terrain des décisions et de l'action. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, il y a une deuxième partie après le terrain qui est vraiment l'analyse. Donc en fait, on fait beaucoup de statistiques, modélisation. C'est une partie, on va dire, toute seule derrière l'ordinateur, avec toute seule entre guillemets, hein, parce que Bien pareil, on sûr. collabore quand même. Mais... Et après, une partie, bon, un, publication des résultats dans des revues scientifiques, des articles scientifiques. Et ensuite, essayer. Alors, c'est pas, on garde notre rôle de scientifique. Donc le but, c'est de donner voilà, de la donnée. Euh, qui se base sur des chiffres, sur des Objectif. analyses en toute transparence. Mais on peut en effet travailler en rôle d'expert, donc dire bah, voilà ce que je connais, et donc travailler éventuellement avec le ministère ou pour des questions posées au niveau des régions, par exemple, etc. Et là, à donner, c'est une sorte de conseil, mais le but, nous, c'est qu'on reste vraiment dans cette position de scientifique-là. Est-ce que du coup c'est facile d'interagir, enfin du coup de faire comprendre aux gens justement voilà cette posture très objective dans des débats qui sont parfois avec des enjeux qui dépassent un petit peu juste le seul cadre de la science. Oui et non, ça dépend des situations. Mhm. Mais en fait, si les réunions sont bien faites, c'est bien d'écouter les besoins de la société et les avis des différents acteurs. En fait, on a besoin de ça. Et donc, à partir du moment où on est dans une démarche de conservation ou de réfléchir à comment on sauvegarde la nature, il y a une démarche active de la part de l'humain. Il faut définir ce que nous, en tant qu'être humain, société, on veut conserver, et les moyens possibles. Et ça, c'est pas à nous scientifiques de le définir. Donc c'est en ça qu'on peut, si nous on arrive à bien se placer, ben, on peut dire voilà, selon vos objectifs, mais nous on n'est pas censé définir les objectifs en tant que Mhm. scientifique. On peut en tant que citoyen dans d'autres situations. En tant que scientifique, on ne définit pas l'objectif. Par contre, si vous voulez atteindre cet objectif-là, voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on a des modèles, parce qu'on a des suivis, parce qu'on sait comment la population fonctionne. Voilà, c'est ce rôle-là qu'on. Je crois que c'est une des choses aussi qu'on, même avec des petits, hein, des cycles 3 qu'on a voulu mettre en lumière, c'est-à-dire que bon, on a une pluralité de façons de comprendre et de regarder la nature, mais qu'est-ce que la science vient faire dans tout ça? Quelles sont ses spécificités? Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire pour un poète une espèce et qu'est-ce que ça veut dire d'écrire la même espèce pour un scientifique? Quels sont les outils qu'il met en place? Je le dis aussi pour la cartographie, comment on regarde un territoire et on peut le regarder de manière très subjective ou au contraire tenter de le regarder de manière plus objective et ensuite de prendre des décisions. Donc, tout le long du projet, il y a vraiment cette interaction entre toutes les disciplines, mais une volonté de bien, au passage, on a dit que c'était une porte d'entrée pour l'écologie, mais c'est même une porte d'entrée plus générale pour faire comprendre qu'est-ce que c'est la science et quel est son rôle dans notre société. Et voilà, on espère qu'ensuite, à la fin voilà, du projet, les élèves sont aussi capables un petit peu de s'être emparés de ce discours sur le rôle de la science dans des grandes questions comme celle-ci. Et on a dit dès le début, enfin tu l'as dit, hein, que la nature c'est pas juste un objet scientifique, c'est un objet un petit peu particulier qui est source d'émerveillement pour beaucoup de personnes, notamment même des scientifiques. C'est un peu logique, mais qui travaillent dans ces domaines-là. Donc du coup, justement cette articulation entre les deux, c'est enfin quoi, est-ce que tu peux nous en parler? Pour toi, c'est ce que ça a été le moteur, ça a été la science ou l'émerveillement, les deux en même temps. Comment tu arrives à faire la part des choses? Oui, alors je pense que le moteur, c'est d'avoir été élevé dans les montagnes et que donc j'aime la nature et tout simplement, en tout cas, c'est assez basique. Euh, Après, ça a été la découverte de la recherche. Alors moi, je trouve ça super chouette que assez jeune, ils puissent faire ce type d'atelier parce que la recherche, moi, je connaissais pas. Enfin, en fait, qu'on n'a pas de personne vraiment très proche qui fait de la recherche, c'est un métier de flou, difficile à expliquer. On rencontre pas des scientifiques tous les jours non plus. Peut-être qu'ils sont un peu plus visibles maintenant. Je sais pas si c'est parce que je suis dans une micro-bulle ou quoi, mais euh, donc, moi, c'est vraiment après, donc j'ai fait des études de bio parce que j'aimais la bio, c'est simple. C'est après quand voilà, j'ai découvert, ah, mais en fait, la démarche, mais finalement, que là, vous arrivez à activer dès éventuellement l'école primaire, c'est super de dire, ah, en fait, j'aime cette démarche de vraiment réfléchir à aller chercher, répondre.
Et vu que j'étais en bio et que j'avais déjà beaucoup de... Bah, voilà, j'avais un peu envie de sauver la planète déjà. Mm. Et, euh, et se rendre compte aussi que bah, voilà, prendre des décisions pour sauver la planète, c'était urgent et qu'il fallait que ça se base sur la science. Parce qu'il y a quand même cette chose-là de se dire, bah oui, oui, c'est pas si facile de prendre des décisions. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un côté affect aussi qui va jouer. Donc c'est, OK, nous, on va faire de la science pour comprendre comment fonctionne le monde. Par contre, après, il faut qu'on crée ce lien avec les décisionnaires, avec les acteurs de l'environnement, même professionnels. Et donc, comment on crée ce lien-là qui fait que bah, les connaissances, elles ne restent pas dans des papiers scientifiques obscurs, mais on les met à disposition des décideurs pour que bah, après, il y a des décisions de prise. Et c'est en là aussi où il manque un petit peu de femmes, donc il faudra motiver les jeunes filles à y aller aussi dans ces carrières-là, parce qu'on a besoin de cette diversité-là, d'avoir le plus de diversité possible, c'est le plus de personnes qui auront de la créativité et des idées différentes pour aller vers de la science super originale, que ce soit en écologie ou dans d'autres domaines, et aider aussi à faire du lien et à aller vers de la vulgarisation et de la médiation envers les personnes qui se mobiliseront, elles, pour des actions fortes. D'ailleurs, cette dimension égalité homme-femme dans la science, enfin, quelque chose qui, c'est aussi une des casquettes que tu as et qui t'anime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Enfin, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu as Ouais. comme projet autour de ça? Oui, alors il y a alors moi, ça m'a questionné au début. J'ai pas eu de soucis dans mon parcours. J'ai eu de la chance d'avoir des encadrants. J'ai eu que des encadrants hommes, je m'en suis rendu compte après, dans mes stages, mon doctorat, etc. Mais toujours très bienveillant, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai commencé par une fac de bio où on était presque que des filles. Puis après, on arrive en poste, puis on se dit, on n'est pas que des filles. Bon, il y en a plus beaucoup, ou alors aux réunions internationales, mais où sont-elles? Donc c'était juste au début une réalisation sans moi me sentir forcément mal. Et, euh, et donc je me suis posé des questions au début. Puis j'ai candidaté à un programme qui s'appelle Homeward Bound, qui sélectionne chaque année 80 femmes scientifiques à travers la planète qui sont engagées pour la défense de l'environnement et justement la diversité en sciences. Donc diversité dans le sens égalité homme-femme, mais aussi avoir des personnes du monde entier représentant le plus de pays possible dans la table des décisionnaires ou dans des postes importants. Et j'ai été sélectionnée. Et donc, depuis que j'ai été sélectionnée à ce programme-là, j'ai vraiment appris, compris les freins, les problèmes, et ça m'a donné envie de m'engager. Et une association à laquelle enfin, que je défends beaucoup et dont je suis membre adhérente, c'est l'association Femmes et Sciences en France, qui fait beaucoup pour intervenir justement dans les écoles à tout âge. Et le but, c'est surtout chez les jeunes, c'est pas forcément de parler d'inégalité homme-femme, mais d'avoir des femmes scientifiques qui viennent présenter leur métier. Il y a une grosse partie inconsciente, même par ce programme-là, finalement, que là, bah, j'accompagne en tant que femme scientifique ce programme-là. Il n'y a pas besoin de parler d'inégalité. Des enfants ou jeunes qui vont voir une femme parler de science, bah, pour les femmes et les filles, ça veut dire bah, je peux, parce que je l'ai vu, il y a eu de la représentativité, de la visibilité. Et pour les garçons, bah, pareil, c'est normal, vu qu'on a déjà vu, oui, on a fait un projet avec une scientifique, oui, on en a vu des scientifiques femmes qui sont venues présenter dans notre école. Donc voilà, très mobilisée avec Femmes et Sciences, qui fait beaucoup, beaucoup pour favoriser ça en France. Super. Et du coup, une autre dimension du projet qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est toujours pareil avec ces liens un peu avec la société, c'est la question de l'érosion du vivant et des problématiques d'écologie. Donc, on parle souvent d'extraction d'expérience de la nature, des enfants qui sont plus trop en contact Mm. avec le milieu naturel. Donc, il y a aussi cette dimension dans le projet, la volonté de leur montrer que ça se passe juste à côté d'eux. Du coup, est-ce que toi aussi, tu nous as déjà parlé de ce rapport à la nature et ce goût pour le terrain qui est même maintenant même une dimension de ton milieu. Quel regard tu as sur ça? Pour des gens, c'est aussi un frein. Pour des profs aussi, on peut le comprendre, hein, de se retrouver dans un milieu qu'on Mm. connaît pas, avec plein de bestioles à nommer dans tous les sens qui nous sont inconnues. Donc, comment on peut, d'après toi, retravailler quel rôle à l'éducation pour retravailler ce lien à la nature? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, la première chose, c'est de se dire que la nature n'est pas obligée d'être à la campagne pour en avoir. Je pense que c'est un premier point, que se rendre compte que bah, des écoles en ville, elles vont avoir aussi des choses à regarder, à observer. Et puis finalement, c'est même déjà les faire aller dehors, quoi. Des fois, c'est juste ça.
Et moi, je fais souvent lors de mes interventions dans des classes, c'est qu'ils me disent qu'ils connaissent pas les oiseaux ou qu'elles ne connaissent pas les oiseaux. Et je leur demande de me nommer des oiseaux. Et on note au tableau. Et en fait, ils connaissent, alors pas forcément les espèces en soi, mais même si on dit chouette, bah si, c'est un oiseau. Il y a l'aigle, et on fait la liste comme ça. Et on arrive quand même à avoir une belle liste. Donc, bah si, en fait, vous en connaissez. Vous connaissez pas que le mot oiseau. Ah, c'est beaucoup plus large que ça, ce que vous connaissez. Et il y en a, et puis, partie enfin, dans ces espèces-là, il y en a beaucoup que vous savez reconnaître finalement. La pie, en général, ou si je vous dessine une chouette, vous savez que c'est une chouette. Même si vous savez pas la différence entre une chouette et un hibou, peu importe. Enfin, voilà, il y a quand même, donc on part d'un truc, on se dit, en fait, les oiseaux, on connaît pas si mal. Donc, maintenant, on va essayer de connaître encore mieux. Et quand ils commencent à identifier des espèces un peu plus difficiles ou qu'ils voyaient tout le temps, mais dont ils connaissaient pas le nom, ça peut les choquer aussi de se dire, ah oui, en fait, il est tout le temps devant chez moi au petit déjeuner, même sur un balcon d'appartement. Je ne savais pas comment il s'appelait. Ça va Donc, vite. je pense Après, par ça. on se rend compte, comme tu dis, hein, finalement, de leur faire prendre conscience qu'ils ont déjà un socle de connaissances, mais ensuite, Mm. ça se remplit assez vite. Ils arrivent finalement même à retenir assez rapidement le nom de certaines espèces, Ouais. et enfin, c'est quelque Et chose qui... ils arrivent à retenir des centaines de Pokémon. Oui. Donc, c'est un peu la même chose. Ils vont réussir avec les oiseaux. C'est un peu la même chose. Et du coup, bah, une dernière dimension, enfin un dernier aspect qu'on voulait évoquer, c'est effectivement cet aspect un petit peu plus, voilà, un peu émotion négative liée à tout ce contexte de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, et la volonté de contrebalancer ça par des actions. Donc nous, on l'a dit à la fin du projet, il y a ce côté un peu, on peut tous un petit peu agir. Là aussi, est-ce que tu as, un regard pour, voilà, pour parler de biodiversité en maintenant un discours qui reste positif et qui donne aux gens à la fois une prise de conscience réelle de la situation, parce qu'elle est comme elle est, et en même temps une capacité d'utiliser les connaissances pour aller de l'avant. Oui. Alors, je pense que leur donner la possibilité d'être ambassadeur, je crois que c'est le mot qui a été utilisé, ambassadeur et ambassadrice, c'est hyper important. Moi, personnellement, j'avais justement fait une sorte de crise d'éco-anxiété, comme on appelle maintenant, il y a quelques années. Vraiment voir le mur et me dire, mais à me réveiller la nuit, vraiment pas très bien. Et c'est de m'engager et de faire des choses. Bah là, on a le positif parce qu'on voit des choses bouger. On participe finalement à notre petite échelle à ce changement-là. Et je pense qu'il faut, c'est les bons mots. Et si on leur donne ce rôle-là, même vis-à-vis de leurs parents, de leur famille, des copains, copines à l'école, c'est ça le côté positif. C'est de dire, on est sur... En fait, ça peut être chouette. En plus, ça peut être une belle opportunité. Finalement, repenser la société, repenser eh ben, comment on observe la nature, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, est-ce qu'on a vraiment envie que tout ça, ce soit plus là bah non. Et bah, allez. Et en fait, ça peut être chouette, ça peut être créatif. On peut embarquer du monde, on peut faire ça à plusieurs, on peut avoir... je suis sûre qu'ils auront plein d'idées auxquelles le projet n'a pas, même pas encore Oui, pensé, tout à fait. autant les enseignants, enseignantes que leurs élèves. Et ça peut être positif. Et je pense que c'est vraiment dans l'action. Sinon, je veux dire, maintenant, ça commence de plus en plus jeune, la vraie inquiétude vis-à-vis du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. Et en touchant comme ça, par les émotions et par aussi la science, se rendre compte qu'ils ont réalisé, eux, ce qui se passait. Euh, ben, à mon avis, voilà, en leur donnant vraiment le bâton et en disant, allez, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Et d'ailleurs, ça a un impact autour de vous. C'est la meilleure manière de les motiver. Merci beaucoup pour voilà, d'avoir ce petit jeu de questions-réponses. Donc voilà, et merci à tous effectivement d'avoir participé, d'avoir posé des questions. N'hésitez pas à aller télécharger la ressource, à la faire avec vos élèves, à nous faire des retours si vous en avez. On est toujours bien content de les avoir.